Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le 16e, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 16e épisode. Ouais. À mes côtés, Raphaël Masmejean. Vous venez d'entendre sa voix. Bonjour Raphaël. Salut à tous. À nos côtés, cette semaine, un nouvel invité. Alors, c'est pas un invité classique puisque c'est un de nos auditeurs. C'est lui qui s'est porté volontaire, on va dire ça. Raphaël avait évoqué le thème pendant une émission. Et Nicolas nous a envoyé un mail parce qu'il était concerné. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain, bonjour Raphaël, content d'être parmi vous. Merci à toi en tout cas. On le dit, c'est une émission un peu atypique parce que tu as envoyé un email après une des émissions, je ne sais plus c'était laquelle d'ailleurs, où Raphaël avait mentionné le thème du survivalisme. Ouais, sur le dopage. Ah, c'était celle sur le dopage. Donc, on va parler de survivalisme avec toi. Tu nous as envoyé quelques messages, et messages audio d'ailleurs, je me rappelle, où tu nous expliquais un petit peu ton point de vue là-dessus et donc le fait que tu pratiques le survivalisme, on dit ça comme ça ? On peut dire ça comme ça, oui. Ça fait combien de temps du coup ? C'est un long chemin en fait, mais je dirais c'est un schéma de pensée qui dure depuis 10 ans, peut-être un peu plus de 10 ans. D'accord. 2008, quelque chose comme ça, ouais. Eh bien écoute, une petite bande-annonce et on est parti. Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut de défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète. Où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Je me trouve en terre d'Arnhem, sur la côte nord de l'Australie. Ici, c'est un crocodile mangeur d'hommes qui fait la loi. Vous avez vu sa taille ? Je vais apprendre à me méfier des parois friables. Et je vais échapper de justesse à une chute dans une rivière infestée de crocodiles. Alors, pourquoi commencer avec Bear Grylls ? Alors, ce n'est pas seulement pour troller, c'est pour évacuer le sujet. Parce que c'est une des choses qui m'a interpellé dans nos échanges de mails avec Nicolas, c'est que tu as mentionné le nom de Bear Grylls. Bear Grylls, c'est le cliché, c'est le show. D'ailleurs, petit aparté, quand il dit ce lieu est dirigé par un crocodile mangeur d'hommes, je m'imaginais un petit crocodile debout sur ses pattes arrière avec une étoile de shérif et un flingue. Donc, Bear Grylls, fin de l'aparté, on pense survie. Pour le Pékin moyen qui regarde la télé, il voit Bear Grylls. Sauf que, c'est ce que tu m'as dit, Nicolas, en fait, Bear Grylls, c'est tout le contraire du survivalisme, si j'ai bien compris. Voilà, oui. C'est une facette un peu très reluisante et brillante du survivalisme qui va vous montrer les techniques secrètes, les petits trucs de la pochette surprise, puis aussi très défini dans un format pour la télé, c'est-à-dire du cut, de l'action et autres, mais où on va un peu à l'inverse des règles du survivalisme ou de la résilience. Parce que, alors d'ailleurs, il s'en cache pas tout à fait. J'ai trouvé une interview à Gizmodo où il dit la survie dans les règles de l'art dit de rester au même endroit, de ne pas prendre de risques et d'attendre des secours. Ça fait une émission télé ennuyeuse. Oui, voilà, c'est un peu ça aussi. Mais on connaît aussi l'autre penchant. Mike Horn a fait aussi des émissions de survivalisme, alors que ses exploits ont démontré qu'il s'en sortait plutôt pas mal. Et c'est aussi un peu l'inverse de ses émissions, ma foi. Tout le monde doit payer des impôts. Hein. Oui, oui, là, du coup, il doit en payer pas mal. En ça, effet. Raphaël Bear Grylls, du coup, tu connais, enfin déjà, tu connais, Oui, je connais. Je suis tombé sur des extraits un peu comme tout le monde. J'ai toujours pris ça plus avec le sourire qu'autre chose parce qu'effectivement, je n'ai jamais vraiment associé ça au survivalisme dans le sens que j'ai jamais compris en quoi c'était survivre que de se jeter dans une mare remplie de crocodiles. Enfin, ça me semble tellement aller à l'encontre de survivre que de toute manière, ça n'avait pas de sens. Donc, bon, j'ai en tête un épisode que j'avais vu où le mec dit, alors là, vous voyez, il y a un trou par lequel je vais passer, mais normalement, vous ne devriez pas faire ça. Ouais, donc du coup, en fait, les techniques de survie n'ont aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc bon, c'est plus pour rire, quoi, clairement qu'un manuel à mon avis, hein, ça n'a aucun doute. Bon, voilà, la meilleure image que j'ai de lui, en tout cas de ses émissions, qui me fait toujours sourire, c'est la fois où il est dans le Sahara ou je sais pas quel désert et il est dans une carcasse de chameau qui vide pour se faire une tente à l'intérieur.
Mais Il y a toujours le truc qu'on a envie de montrer pour dégoûter un peu la copine ou les trucs. Mais en fait, Le petit péché coupable est mignon. Bah, et puis en plus, ils sont obligés d'aller d'en faire toujours plus en fait pour l'effet choc sur le téléspectateur. Ils sont obligés d'aller toujours plus loin, donc ça fait des trucs. Mais je me rappelle de cette histoire de se foutre dans un animal. Il y avait un côté Star Wars en fait, un peu de se réfugier dans la bestiole. Bon, on a évacué Bear Grylls, donc on est d'accord, c'est pas ça. Maintenant, il faut essayer de savoir un peu ce que c'est, et c'est là où tu vas beaucoup nous aider, Nicolas, parce qu'en effet, le survivalisme, ça a l'air d'être très très large. On a essayé de se documenter depuis qu'on t'a contacté, de regarder des choses. Je vais prendre déjà la définition Wikipédia. On va essayer de voir si ça peut être une première piste. Le survivalisme est un terme qui désigne les activités de certains individus ou groupes d'individus qui se préparent à une catastrophe éventuelle à l'échelle locale ou globale, voire à un événement potentiellement cataclysmique ou plus généralement à un effondrement de la civilisation industrielle. Les survivalistes se préparent en apprenant des techniques de survie et des rudiments de notions médicales, en stockant des nourritures et des armes, en construisant des abris anti-atomiques ou en apprenant certaines techniques de bushcraft afin de s'abriter, se réchauffer, avoir de l'eau potable et se nourrir en milieu sauvage ou hostile. Le mouvement émerge aux États-Unis dans les années 60 sur fond de guerre froide. Il a plus récemment évolué en néo-survivalisme, qui est davantage un mouvement porté sur l'autonomie et l'indépendance par rapport au système économique global et à une attitude quotidienne qui tend à être plus proche de la nature. Je suis très long, je le reconnais. Mais Nicolas, est-ce que tu te reconnais là-dedans ou dans une partie de ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ce que tu nous as dit dans nos échanges, c'était plus vers la fin, et ce qu'ils avaient l'air d'appeler le néo-survivalisme. Oui, alors maintenant, il y a plein de nouveaux termes. Il y a aussi le terme de la collapsologie. Et on se retient là, on se retrouve là-dedans, justement. Ouais. Après, il y a des penchants qui sont toujours plus extrémistes que d'autres. Et voilà. Mais c'est vrai que le survivalisme, en vrai, si on devrait le définir, c'est juste une quête d'indépendance et de résilience. C'est-à-dire d'être les acteurs de sa vie et du bien-être de sa vie. Alors, il y a une question, moi, qui revenait et qu'on se posait notamment avec Raphaël en discutant, en préparant l'émission. Est-ce que le survivalisme, c'est forcément se préparer à quelque chose? Non, du tout. Ça pourrait être un des mouvements du survivalisme qu'on appelle les preppers, qui sont genre justement du terme préparation, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vit à côté d'une rivière ou d'un barrage, qui se prépare juste à ce qui pourrait se passer ou le plus probable. Mais redis-moi la question, je me suis juste un peu perdu. Je me demandais si il fallait forcément préparer quelque chose ou si ça pouvait être un mode de vie en fait au quotidien sans forcément se dire demain il va se passer quelque chose ou la civilisation va s'effondrer. Non, du tout. En tout cas, moi, je le vis au jour le jour, sans attendre le grand soir ou n'importe quel événement, parce que ça peut être tout, genre perdre son emploi, surtout dans la condition actuelle, peut déjà être un événement, une embûche sur notre chemin de vie. Donc ça en fait partie. Ça peut être le décès d'un proche, le décès d'un enfant, une maladie. Tout peut être un levier. Ça peut être l'éruption de Yellowstone, comme me casser les 2 jambes et de plus pouvoir travailler pendant 3 mois, perdre mon emploi et une accumulation de problèmes de la vie. Raphaël, n'hésite pas hein, si tu... Ouais, non, j'écoute, j'ai l'impression que du coup, un peu vraiment le mot-clé par rapport à ce que Nicolas dit, c'est vraiment résilience en fait. C'est vraiment cette capacité, plus que de se préparer à quelque chose de fin du monde et de se dire, il faut que je sois prêt à fuir, c'est plutôt, j'ai l'impression vraiment ce côté, au jour le jour, je rentre en autosuffisance, exagérons pas, mais je m'organise, je réfléchis pour pouvoir être capable de m'en sortir tout seul quand je peux plus compter sur les structures étatiques, sur les structures proches, tout ça. J'ai vraiment l'impression que le mot clé, c'est presque résilience, quoi, en fait. Oui. Puis, comme tu dis, c'est aussi ne pas compter sur le support sur l'aide de l'État ou du support étatique. Ça peut aussi faire partie d'une solution dans certains cas, dans le sens où si on n'a pas besoin de me porter secours moi ou autre, je libère du personnel pour aider les gens dans le besoin, c'est-à-dire faire partie plus de la solution que du problème. Alors, tu parlais, donc on parlait de prepper, survivalisme, etc. Est-ce que parce que c'est un sentiment aussi qu'on a eu en faisant des recherches, moi notamment j'ai essayé de parcourir YouTube par exemple, de chercher des reportages ou de chercher des chaînes.
est-ce que les preppers sont vraiment, comment dire, la tendance dominante? Parce que j'ai l'impression que c'est très dur justement de trouver des gens ou alors c'est ceux qu'on choisit de mettre en avant parce que ça fait des bons angles. Étant de formation journaliste, je sais que c'est aussi des fois il faut trouver un angle un peu sexy, mais j'ai l'impression que c'est plus dur de trouver des vidéos de gens qui justement ne parlent pas de préparer quelque chose et qui se consacrent juste à ce mode de vie de pouvoir être indépendant. Ouais. Mais disons que le prepper, c'est un peu la porte d'entrée. C'est un peu ce qu'on nous montre aussi un peu à la télé ou autre. C'est souvent par là qu'on va arriver, par là qu'on va se questionner puis rechercher. Et moi-même, j'ai commencé un peu par là. C'est se dire, bon, on va commencer par stocker des bouteilles d'eau ou autre. Puis après, c'est un peu un chemin de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a envie? Et être prepper, c'est aussi plus simple, entre guillemets. C'est aussi... c'est pas la voie du fainéant parce que je veux pas juger les gens qui pratiquent ça comme autres, mais c'est simplement c'est plus simple, ça demande moins de travail, moins de réflexion, de moins sortir de sa zone de confort aussi parce que le survivalisme, si on veut, il va reposer sur 4 grands piliers qui sont genre 4 grands piliers de résilience qui vont être une résilience financière, une résilience hydrique, c'est-à-dire de son eau potable, d'une résilience alimentaire et d'une résilience énergétique, qui vont être vraiment les 4 grandes bases avec, après si on veut imager le toit d'une maison, on va avoir encore 2 autres qui sont tout ce qui concerne les soins et la santé, comment prendre soin de nous, et dans le prendre soin de nous, une autre base qui va être tout ce qui est défense personnelle, comment se protéger ou protéger nos biens. Donc juste pour être clair, les preppers sont survivalistes, mais un survivaliste n'est pas forcément prepper. Oui, parce que c'est juste que typiquement, on va faire des généralités, hein, ça va être un peu plus simple, mais le prepper, faut dire, c'est un courant qui vient des États-Unis effectivement, et aux États-Unis c'est quand même un assez grand business. Il y a quand même, il y a des salons du survivalisme, il y a des foires, il y a des sociétés qui vont vous vendre des bunkers à enterrer. C'est toujours les mêmes moyens, genre si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de facilité. Donc un prepper, si on schématise, il va surtout, par exemple, on vend des seaux de nourriture lyophilisés ou autres, qu'après qu'on peut prendre, enterrer dans son jardin, puis qui vont être bons pendant 20 ans. Puis s'il y a un problème, ben, je sais pas, j'achète pour $2000 de seaux de nourriture qui me donnent 4 ans d'autonomie en nourriture, et je les enterre dans mon jardin, ou je les stocke dans ma cave en disant, genre, s'il y a un problème, j'ai toujours ça. Ça, c'est un mouvement de preppers. Le mouvement du survivalisme, au sens où je l'entends moi, ça va plutôt être, genre, dans mes réserves alimentaires, acheter un peu plus et conserver, stocker ce que je mange, ce que j'ai plaisir à manger, et avoir une résilience et une autonomie là-dessus. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, je ne peux plus aller au magasin, je ne peux plus aller à la ferme ou au marché, j'ai, admettons, X semaines, X mois, une année, 2 ans de nourriture en rotation, ou d'avance, si on veut. Et cette nourriture d'avance, c'est des choses que je consomme, que j'aime et qui me donnent le moral. Parce que si du jour au lendemain, j'ai le volcan de Yellowstone qui explose et que ma seule nourriture que je vais avoir, c'est de la poudre, une soupe d'eau et poudre, on le verra un peu plus tard, mais genre mon moral et tout va en pâtir. Alors que simplement avoir ce que je consomme le plus, en suffisance et en avance, me permet d'avoir justement, comme on parlait avant, une résilience alimentaire. Et du coup, cette résilience alimentaire va aussi me donner de la résilience financière qui fait que si je perds mon emploi, ben pendant 3 mois, j'aurais peut-être, si j'ai des réserves de 3 mois de nourriture, pendant 3 mois, je vais économiser sur mes dépenses courantes de nourriture. Oui, après tout. Et c'est aussi c'est un cercle, c'est toujours une loupe, c'est-à-dire je stocke ce que je consomme et je consomme ce que je stocke. D'accord, ouais, donc tout est lié. Donc, pour toi, vas-y Raphaël. Non, vas-y, on continue. Je me posais la question si du coup, enfin, ce côté résilience qu'a Nicolas, mais qui du coup, je pense aussi se retrouve un peu aux États-Unis, mais peut-être que tu voulais y revenir un peu plus tard, Alain. Mais est-ce que c'est pas, est-ce que t'as pas l'impression que c'est aussi un peu plus propre à des habitants de pays avec peut-être une conception de l'État moins protecteur, on va dire, qu'en France, où c'est vrai que nous en France, là tu dis par exemple, j'ai 3 mois financiers pour me protéger, pour pas avoir à faire les courses.
Sauf qu'en France, on sait que, a priori, tu perds ton emploi, tu as tout de suite l'aide chômage qui va venir, qui va te... Enfin, on est peut-être, nous, Français, moins dans ce besoin de résilience, dans cette recherche de résilience, parce qu'on a été un peu biberonné, j'ai envie de dire, par l'État protecteur. Mais voilà, c'était une question plus générale. Je me demandais si ces mouvements-là avaient pas plus tendance à émerger dans des pays peut-être un peu plus, pas individualistes, parce que je suis pas sûr que ce soit le terme, mais plus libéral peut-être dans leur conception de la société. Ouais, alors après, c'est vrai que on est quoi, 8 milliards sur la planète? Je vais pas dire de bêtises avec les chiffres, mais sur les 8 milliards qu'on est sur la planète, Ouais, un bon nombre de ces milliards de gens survivent tous les jours. Il faut quand même se reposer notre question. Il faut aussi revoir ça dans nos yeux d'occidentaux à nous et autres. Après, c'est intéressant, ça dit à plusieurs points. Puis je vais reprendre le premier, c'est que de ce que je viens juste de dire avant par rapport aux réserves de nourriture ou autres, si on vient 2 générations en arrière, c'est-à-dire la génération de nos grands-parents ou des parents de nos grands-parents, c'était quelque chose de tout à fait normal, qu'on ait vécu la guerre ou pas, mais d'avoir, si on prend surtout les campagnes françaises, d'avoir des réserves, on stocke, c'est un peu la cigale et la fourmi, mais surtout la fourmi, c'est-à-dire on stocke pour l'hiver, on consomme ce qu'on a stocké et on reprend. C'est-à-dire au schéma de la planète entière, on voit que c'est toujours la période de l'hiver qui est compliquée et les décès dans le monde au début du printemps parce que simplement on a consommé tout ce qu'on a stocké l'hiver et soit on arrive, soit il fait beau plus vite et tant mieux, soit il fait moche plus longtemps et tout le monde finit sur les rotules de jambes. Donc c'est simplement aussi un mouvement ou un schéma de pensée qu'avaient déjà nos grands-parents en nous ou les parents de nos grands-parents. C'était vraiment de pouvoir au moins avoir 1 mois, 2 mois de nourriture à la maison. Puis aussi, il faut savoir, donc moi je suis suisse, je ne sais pas si on l'a dit, mais au niveau fédéral suisse, au niveau du national, on a quand même des recommandations de notre ministère de l'Agriculture et autres d'avoir au minimum une semaine, pouvoir pendant une semaine être en autosuffisance. Ouais. Ce que à peu près tout le monde arrive à faire en grattant les fonds de tiroir ou autre, ou en mangeant les restes de pâtes. Puis pour répondre à la deuxième partie de ta réflexion, c'est que oui, on a la chance en Occident d'avoir beaucoup de support de l'aide sociale, de l'aide de l'État, qui sont des systèmes de support, comme on les appelle. Sauf que ces systèmes de support sont quand même en quelque sorte assez fragiles. Je prends par exemple typiquement, on se dit, moi j'ai pas besoin de stocker 3 kilos de pâtes d'avance chez moi parce que j'ai un Intermarché à 2 blocs de maison. Sauf qu'il faut savoir que ces Intermarchés, eux, tout fonctionne à flux tendu maintenant. C'est-à-dire, ils ont peut-être à tout casser 2-3 jours de réserve, mais ils dépendent de la logistique des camions qui peuvent tous les jours arriver. Les camions eux, dépendent des réserves de pétrole. Les réserves de pétrole dépendent de l'électricité pour faire marcher les pompes, de l'état des routes. Donc, la moindre tension sur un aspect de nos systèmes de support met vite tout le système à plat. Par exemple, vous prenez à Paris, si vous avez un problème avec l'eau potable dans la ville, puis on décrète que pendant une semaine, plus aucun habitant de Paris doit boire l'eau ou la faire cuire, j'en doute pas que les magasins vont se faire piller en bouteilles d'eau et on va avoir un gros problème à ce niveau-là en approvisionnement. Ah oui, ça va générer des tensions en fait. Même si tout le monde va s'en remettre, c'est un peu comme la crise du papier toilette qu'on a eu pendant. Ouais, c'est ça. Oui. Tout le monde va s'en remettre, mais n'empêche que vous vous retrouvez dans des supermarchés, vous avez des pancartes, s'il vous plaît, un seul paquet par personne, ou des personnes qui vont se battre aux caisses parce que lui, il a pris trop de papier toilette, ou on va avoir des tensions, en fait. Et justement, dans ce stack d'indépendance et de résilience, d'avoir nos stocks de papier toilette, sans en faire, c'est peut-être pas aussi le meilleur moyen de ça, mais d'être en suffisance X temps sur n'importe quel système nous permet aussi d'éviter cette cohue, nous permet d'éviter de devoir aller au supermarché, faire 45 minutes de queue pour réussir à avoir son 6 packs d'eau parce que c'est rationné. Ouais. Donc le côté de résilience nous fait qu'on est chez nous, on est tranquille, on s'occupe de nos siens plutôt que d'aller se battre pour des...
Tout des packs en, d'eau. tout en aidant un peu tout le monde, parce que du coup, tu participes pas au flux. Enfin, tu participes pas à la tension que ça crée. Oui, voilà, oui. Puis après aussi dans la romance qu'on a du survivaliste, c'est le côté bushcraft, l'homme de forêt qui va vivre de chasse et de peau de bête. C'est simplement que sur un plan large, on ne voit pas survivre tout seul. C'est-à-dire, on a quand même besoin d'une comité, d'un groupe. Et Hmm. le fait de ça, c'est aussi pouvoir faire partie de la solution, comme on disait avant. Ma voisine de Poilier ou ma voisine plus loin, elle est âgée. C'est d'aller voir, est-ce qu'elle elle a besoin d'eau, est-ce qu'elle elle a besoin de ça, et aussi de pouvoir prendre soin des gens autour de nous. Alors, tu as dit beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles on va revenir. Tu as parlé des piliers de résilience économique, eau, alimentaire, énergétique, sécurité personnelle, médecine. Et la plupart des choses dont tu parles, en effet, on va commencer avec ce que tu disais sur le fait que après-guerre, notamment, les gens étaient attachés à avoir un potager ou à pouvoir justement être à minimum pas autosuffisant, mais avoir de la nourriture s'il y en avait. Moi, pour le coup, je me rappelle très bien avoir parlé à une grand-mère qui me disait le plus gros traumatisme, c'était pas tant la guerre, c'était de pas avoir eu à manger après. Et on voulait absolument avoir un jardin et avoir un potager pour se dire s'il arrive quelque chose, on aura à manger. Et une partie du survivalisme, en effet, c'est d'avoir de la nourriture. Et je voyais, alors il y a un documentaire de France Télévisions, je ne sais pas si tu as pu le voir, qui est en ligne sur YouTube, qui est en 5 parties, je crois, qui s'appelle Survivre. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que sous les commentaires, enfin sous certaines vidéos, les commentaires, notamment il y avait une vidéo consacrée à quelqu'un qui faisait son jardin, de la permaculture, etc., disait mais attendez, moi mes grands-parents ils étaient survivalistes. Dans ce cas-là, tout le monde à la campagne était survivaliste. Ouais, alors ça, c'est juste, hein, tout le monde on remonte 80 ans en arrière, je pense, tout le monde était. C'est l'arrivée de la technologie et du confort, c'est-à-dire on vit quand même tous un peu plus facilement qu'il y a 80 ans en arrière, en fait. On est dans une société, comme on dit, de consommation. Et cette consommation nous a apporté plein de bons, mais nous a apporté aussi plein de mal. Et dans ce mal, on a justement cette dépendance au système de support, qui sont quand même vite extrêmement fragiles, même dans nos sociétés. J'aurais plutôt de même tendance à dire plus dans notre société qu'au milieu de l'Inde ou de l'Afrique, qui eux sont plus habitués à ça. Et puis après, on a encore tout plein d'autres penchants, c'est que cette industrialisation a aussi apporté des problèmes un peu sanitaires, de qualité des aliments, de la monoculture a énormément gaspillé nos champs. C'est-à-dire même notre modèle agricole actuel en Occident serait à rediscuter par rapport à qu'est-ce qu'il était il y a 80 ans en arrière. Mais ça en fait un puzzle un peu complexe et compliqué, mais c'est aussi du coup dans l'indépendance et dans notre qualité de vie de se dire ok, je vais en partie ou totalement, mais souvent plutôt en partie me nourrir de ce que je cultive ou du troc ou autre. Ça fait dire on va aussi avoir des aliments qui vont être plus qualitatifs que des tomates venues d'Espagne ou des oranges poussées au Maroc. Il y a aussi un petit côté, si on veut, écologique là derrière. Alors, Il y a un sens. on va essayer de rentrer dans le concret sur les piliers que tu as notifiés. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement, c'est que, prenons un exemple concret qui est avec nous. Raphaël, il est à Paris. Comment il peut faire Est-ce qu'il peut, en fait, déjà tu peux être survivaliste en ville? Oui, parce que déjà même, alors plus difficilement, on va dire, plus difficilement au sens large, mais après, vu que la majorité de la population vit en ville, on peut développer un courant propre aux zones urbaines, qu'on appelle ça, oui. Donc, Et c'est d'autant plus important, d'autant que les systèmes de support vont être plus délicats, on aura plus de tensions sociales, plus de tensions sur les systèmes de support dans les grandes zones urbaines que. Mais donc concrètement, comment il fait pour être moins dépendant alimentairement, par exemple? Parce qu'il ne peut pas faire un potager? Ou si, sur son balcon? Non, oui, alors après, on dit toujours, c'est clair que c'est pas avec nos 3 pots de tomates et autres qu'on va faire pousser sur le balcon qu'on va être en autosuffisance, mais le fait de passer de la pensée à la pratique, c'est déjà le bon début de se lancer dans ce système-là, de se renseigner, puis d'avoir cette discipline. Après, il est clair qu'en ville, oui, mais après, il y a toute cette mouvance maintenant de se réapproprier la ville ou les espaces verts pour des trucs. C'est aussi un bon début, ou en tout cas un bon commencement. C'est-à-dire qu'il faut toujours lancer la pierre en bas le talus pour qu'elle commence à rouler. Hein.
Mais après, en ville, on va plutôt effectivement alors développer des systèmes de stockage d'eau ou autre qu'on va faire tourner et consommer. Il y a aussi déjà beaucoup. Alors nous, en tout cas à notre échelle en Suisse, on a quand même une qualité des eaux qui est quand même qui est quand même bien. Après, il y a des grands centres urbains. Je ne sais pas si c'est le cas de Paris où la qualité des eaux du robinet est assez variable quand même. Ou en tout cas au niveau de ce qu'on peut retrouver dedans, ou en tout cas les steppes tournent à fond avec beaucoup de produits chimiques. Donc il y a aussi déjà beaucoup de gens qui tournent rien qu'avec des bouteilles d'eau. Mais avoir une idée de résilience derrière, on va dire on va stocker des 6 packs d'eau ou des plus grosses bouteilles pour autant qu'on ait la place. Et du coup aussi faire un tournus là-dedans, c'est-à-dire on va pas simplement les empiler, on va les consommer et autres, puis nous offrir X temps. Mais effectivement, la pensée du survivalisme en zone urbaine, c'est une approche un peu différente, une approche que je connais un peu moins. Il existe pas mal de trucs là-dessus où je me suis pas encore trop penché là-dessus parce que vivant à la campagne, ou en tout cas dans des campagnes urbaines, hein, parce que la Suisse, la campagne, vous faites 16 km à pied et puis vous allez tomber sur une grande ville. Hein. Mais oui, bien sûr, on a des moyens en ville de développer ou de travailler notre indépendance et notre résilience. Mais en ville, en tout cas, non, c'est vrai que les toits sont de plus en plus utilisés pour le coup. Oui, voilà, les toits. Les toits sont, enfin, à Paris, en région parisienne, tu as un vrai boom de l'utilisation des toits pour à la fois des réserves d'eau, des micro-potagers. Tu sais très bien que ça va pas te suffire à te nourrir et à machin, mais je pense que, comme dit Nicolas, c'est aussi le début de la réflexion et de la pensée, de se dire que tout ce que tu peux un peu t'apporter par toi-même, au final, c'est toujours ça de prix et de moins à oui, puis aller chercher ailleurs, quoi. Puis après, ça a plein de leviers sur des choses qu'on va pas soupçonner en premier lieu, mais genre la biodiversité, les insectes, tout ça, eux aussi se réapproprient la ville. Mais tu vois, par exemple, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que finalement, c'est quelque chose d'assez ancien, parce que dans les villes, et notamment dans la petite couronne parisienne qui était très industrialisée, il y a toujours eu ce qu'on appelle les jardins ouvriers, où les ouvriers de plusieurs entreprises avaient des petits jardins collectifs pas très loin, dans lesquels ils faisaient pousser patates, carottes, oignons et poireaux, quoi. Et ça a eu tendance un peu à disparaître, et ça revient justement. Il y a de plus en plus une réexploitation de quelques friches comme ça en banlieue parisienne. Donc, je dirais pas que c'est un retour en arrière, mais parce que c'est un peu négatif l'idée de retour en arrière, mais comme quoi il y avait déjà des solutions pour essayer de se débrouiller un peu seul, quoi. Bon, donc il faut que tu trouves un petit jardin potager collectif, Raphaël. On a l'étape 1. Sur la résilience énergétique, parce que c'est pareil, à la campagne, tu peux avoir une cheminée, faire brûler du bois, etc. Si demain, toute l'électricité est coupée dans le quartier de Raphaël, comment il fait pour pas mourir de froid? Il met des pulls. Voilà, ouais. On met des pulls, on se serre les uns contre les autres. Non, mais Voilà. après, dans la résilience énergétique, on va retrouver par exemple tout ce qui est aussi une des plus grandes craintes de l'homme depuis son existence, c'est genre la nuit. Ça peut être simplement voir dans la nuit, d'avoir au moins, au minimum, une lampe de poche, quelques piles de rechange. Ça peut être aussi des bougies. Les bougies vont apporter un peu de lumière et de clarté, vont aussi apporter un peu de chaleur. C'est tous ces petites choses-là. C'est toujours, si on part par exemple maintenant dans un des penchants du survivalisme qu'on appelle le bushcraft, le vivre dans les bois et autres, tout ce qui est un peu le survivalisme rude, genre on affronte les grands froids et tout, ça va être toujours des petits savoir-faire, des petites techniques qui vous apportent le petit plus de confort qui fait toute la différence. Le être au sec, le ne pas avoir froid, le sauver 1 ou 2 petits degrés, et c'est ça. Mais dans le cas de, par exemple, une grande ville, bah, c'est la coupure d'électricité. Généralement, elles vont durer au max 48 heures, 72 heures, des trucs comme ça. Donc, c'est juste, voilà, est-ce que j'ai de quoi notre outil de survie numéro 1 d'homme moderne, c'est notre téléphone portable. C'est vraiment notre outil de survie numéro 1. C'est pouvoir communiquer et autres. Donc, est-ce que j'ai de quoi recharger mon téléphone portable sur les 72 heures que pourrait durer cette coupure?
Est-ce que j'ai quoi de m'éclairer? Est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai une vieille petite radio FM pour pouvoir l'allumer puis écouter, être au courant de la situation et autres? Parce que comme on revient, genre rester à la même place, c'est peut-être bien. Le mieux, ce serait pas de sortir et partir. C'est souvent rester sur place, c'est souvent une des bonnes solutions. D'ailleurs, ça fait le lien avec ce qu'on disait sur Bear Grylls, hein, parce que dans un mail, tu m'avais dit justement que c'était tout l'inverse, parce que la base, c'est de garder ta température corporelle et de boire, je crois, tu me disais. Voilà, et lui alors court en bas de la montagne pour du coup se fatiguer et chercher à manger, alors qu'il pourrait passer plus de temps sans manger que sans boire. c'est ça. Bah, disons qu'on appelle ça la règle de 3. Elle est assez connue dans le milieu. C'est-à-dire, la règle de 3, c'est dire on ne survit pas 3 secondes sans inattention. On ne survit pas 3 minutes sans respirer, 3 heures sans régulation thermique, 3 jours sans eau potable, 3 semaines sans nourriture. Ça, c'est les bases. Ça veut dire quoi? C'est dire que on ne survit pas 3 secondes sans inattention. C'est dire de pas prendre de risques inutiles ou pas calculés ou de faire attention à ce qu'on fait. Si on se balade au bord d'une falaise, pourquoi se balader au bord d'une falaise alors qu'on pourrait être 3 mètres à côté? Ça, c'est on ne survit pas sans 3 secondes d'inattention. Ensuite, on a les fameuses 3 minutes sans respirer. Ça, il n'y a pas besoin de l'expliquer, tout le monde va le comprendre. Mais le truc que les gens ne sachent pas le plus souvent, c'est ces 3 heures sans régulation thermique. Ça, c'est ce qui tue le plus de gens à l'heure actuelle. Parce que ces 3 heures sans régulation, ça va vite. C'est-à-dire quelqu'un qui part faire un footing juste avec un t-shirt à 18 heures du soir en forêt et qui d'un coup se fait une entorse ou se fracture la cheville, tombe sur le bas-côté. Bah, ce qui va le tuer, c'est pas son manque d'eau, c'est pas sa nourriture, c'est simplement le froid et sa régulation thermique. Et ensuite, après, on ne survit pas 3 jours sans eau potable et 3 semaines sans nourriture. Puis pour tomber sur Bear Grylls, bah voilà, c'est que, comme l'exemple que j'avais donné, c'est que il va sauter d'un hélicoptère et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va courir après un petit lapin pour essayer de le mettre au bout d'une broche et le truc en courant en bas un talus. Alors là, on voit qu'il bafoue la règle numéro 1, qui est l'inattention. C'est-à-dire, on ne va pas courir en bas un talus puis risquer de se faire mal pour attraper un lapin, alors que pendant les 3 prochaines semaines, on est assez calme. Faudrait plutôt se focaliser sur, OK, bah, je suis perdu, quelle heure est-il? Mon premier souci, ça va être souvent ma régulation thermique. C'est comment... Faire du feu, ouais. Ouais, faire du feu, ou simplement comment ne pas perdre d'énergie avec la chaleur, puis avoir un mini confort. Je me permets de revenir juste sur un truc parce que ça me concerne directement ce que tu as dit, du coup maintenant j'ai peur. Parce que je cours en forêt, alors pas forcément à 18h, mais si je tombe et que je me pète la cheville, du coup il faut que je sache allumer un feu il faut que je sache allumer un feu parce que je vais pas me balader avec une doudoune pour courir. Non, mais voilà, mais on retombe sur ce que je disais avant, c'est que notre premier objet de survie va être notre téléphone portable. Ah, mais je cours sur mon portable parce que je veux pas qu'on m'embête. Ben voilà, ouais. Mais du coup, alors, une petite séance questions-réponses, c'est-à-dire, voilà, t'es tombé, t'as roulé en bas un talus, qu'est-ce que tu fais? Alors, enfin, ouais, non, si j'ai un autre téléphone, tu me diras, avec lequel je cours, où il y a juste un forfait minimum, donc je peux appeler les secours quand même. Voilà, tu peux appeler. Mais sinon, bah, on va appeler des gens, on va crier, on va autre. Okay. Le problème, c'est que crier pendant 2 heures, ça va 20 minutes, mais après, on va avoir de la peine. Donc, souvent, certaines choses qu'on retrouve sur des sacs de sport ou surtout des sacs de montagne, c'est un petit sifflet. D'accord. Parce que siffler pour attirer l'attention, ça vous allez pouvoir le faire pendant des heures et voire des jours, ce qu'on va pas pouvoir faire en criant. Donc c'est simplement la communication, c'est-à-dire attirer l'attention et qu'on puisse nous retrouver. Ou tout simplement, ce serait d'avoir avec toi un sac avec une veste ou une mini couverture de survie ou n'importe quoi, de passer une sale nuit, mais une sale nuit qui fait que le lendemain matin, tu seras encore là. Ok. Non, mais parce que je pensais, par exemple, souvent on a une petite ceinture avec sa gourde ou des choses comme ça. Même mettre dedans, j'avais vu dans certains reportages qu'il y avait des petits dispositifs pour allumer du feu facilement ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Voilà. Après, ça c'est un outil. Les outils sont intéressants, mais le savoir l'est toujours plus. C'est-à-dire savoir utiliser l'outil, mais après c'est justement la préparation d'un feu. Ce n'est pas qu'un allume-feu. C'est genre c'est facile s'il fait sec, on a plein de petites brindilles, mais maintenant si on a du bois mouillé, comment on allume le feu? Donc c'est ouais, d'accord. Non, c'est intéressant, mais ça serait pas l'outil premier. Ouais, non, mais c'est à retenir aussi, c'est le savoir. Mais après
pour rebondir, par exemple, vu qu'on a pris Paris comme exemple depuis le début, on prend les lignes du métro. Aux heures de pointe, on sait l'hiver, par exemple, l'intérieur du métro, il fait chaud. On suffoque et généralement il fait chaud et dehors il fait froid. Mais maintenant, vous avez donc énormément de personnes vont travailler juste avec leur petite veste ou on voit des gens simplement parce qu'ils traversent le métro en courant entre leur poste de travail et l'entrée. Mais maintenant, voilà, le métro s'arrête, panne d'électricité, tout le monde dehors, sortez. Et là, c'est le problème, c'est qu'on va se retrouver avec beaucoup de gens qui auront soit pas des chaussures appropriées s'il y a de la neige, mais tout simplement pas de veste. C'est-à-dire ils seront en t-shirt, petit tailleur ou veste, alors que dehors il va faire 3 degrés et il va pleuvoir à la verticale. Et ces gens vont devoir se débrouiller à ce moment-là. Il n'y a plus de métro, les bus vont être bondés, les taxis vont être débordés, et ces personnes vont passer un sale quart d'heure, ou de sales longs quarts d'heure. Puis on retombe nouveau dans genre avoir un petit peu plus de confort, le truc. Donc du bon sens, c'est-à-dire avoir une veste l'hiver, avoir un bonnet, avoir toutes ces petites choses qui font la différence, mais toutes ces petites choses qui font que notre monde moderne, nos rythmes où il vit, on a envie de s'en passer par confort ou par dans notre zone de confort, en fait. Parce que oui, ça va être embêtant de prendre une veste, oui, ça va être embêtant de l'enlever quand on arrive dans le métro parce qu'il fait chaud. Ça demande des efforts, comme beaucoup de choses. Mais en fait, je crois que c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est parce que c'était vraiment le ton de tes mails, c'est que en fait, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose de compliqué ou de farfelu dans la philosophie de dire c'est juste du bon sens. Encore une fois, ça a l'air de se résumer à ça. Il n'y a pas besoin d'acheter, comme tu le dis, 1 milliard de gadgets ou de choses comme ça, quoi. Non, du tout. La porte d'entrée, c'est vraiment une réflexion sur le bon sens, c'est toujours aussi il y a toujours les probabilités. Je crois que j'en avais parlé aussi dans l'email, c'est-à-dire pour évaluer un risque, on va toujours évaluer son danger et évaluer sa probabilité. C'est-à-dire, par exemple, quelle est la probabilité que je tombe, que je crève quand je me déplace avec ma voiture? Une probabilité sur 10. Donc, la probabilité que je crève, elle va peut-être être de 8. Après, quelle est la dangerosité que je crève en voiture? Elle va être simplement de 1. Donc, on va faire, par exemple, 8 fois 1, ça nous donne un score de 8. Et après, on va dire, voilà, quelle est la probabilité que le Yellowstone explose? Sur 10, elle va être quasi à 0. Elle va être 0. Et après, quelle est la dangerosité pour moi si le Yellowstone explose? À Paris, ça va, mais si on habite le Montana, ça va être, par exemple, 10. Mais du coup, cette probabilité, elle est 0 fois 10, elle vaut 0 en points. Donc, dans mon esprit, dans ma quête d'indépendance et de résilience, c'est plus logique que je me dise, OK, est-ce que j'ai une roue de secours? Est-ce que j'ai un cric? Est-ce que, si au besoin, puis que, je sais pas, j'ai pas mon attel, mais est-ce que j'ai de quoi passer une nuit dans ma voiture? Est-ce que j'ai, ne serait-ce qu'une couverture en laine et un bonnet? D'accord. Mais t'es presque, si je peux me permettre, du coup, à l'opposé des preppers, parce que les risques, ou en tout cas, les risques qui sont parfois évoqués, d'effondrement total, d'invasion, ou etc., ils sont souvent très proches de zéro, ou c'est des choses qu'on n'a presque jamais vues dans l'histoire. Oui, après, ça, on prend des courants extrêmes du preppers, mais par exemple, un prepper, ça peut être simplement une personne qui prend tous les jours sa voiture puis qui décide d'avoir 2 roues de secours. D'accord, ok. C'est déjà eu un peu une définition de prepper, si on veut. Et après, on peut partir dans les extrêmes, des personnes qui vont claquer des dizaines de milliers de dollars pour s'enterrer un abri atomique. Oui, alors. Donc, c'est toujours le risque atomique, il existe, surtout par rapport à nos centrales, surtout en Europe occidentale, parce qu'on a des centrales à peu près partout, mais après, c'est toujours. Après, on dit toujours, genre, est-ce que j'ai envie de m'acheter, est-ce que j'ai envie de mettre 50 000, 100 000 euros pour m'enterrer un abri dans le jardin, alors que qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de plus pragmatique avec ça? C'est toujours un schéma de pensée. Oui, et puis alors, pour le coup, si je peux me permettre, moi, c'est un peu ce qui me choquait dans certains reportages, je sais pas pour toi, Raphaël, mais c'était à quel point c'est flexible et faisable. C'est-à-dire que avoir un abri anti-atomique dans ton jardin, c'est bien, mais si l'explosion elle a lieu quand tu es de l'autre côté de la maison et que tu es soufflé avant de l'atteindre, oui, après,
C'est toujours, on a l'image, on appelle ça le syndrome des 12 ninjas. C'est-à-dire, vous pourriez être, par exemple, on reprend Bear Grylls. Bear Grylls, c'est un ancien SAS de l'armée britannique qui doit avoir, si on prend par exemple le pilier de la défense personnelle, c'est peut-être pas quelqu'un qu'on a envie d'aller embêter, chatouiller puis essayer de voler son portefeuille. Simplement que si à Bear Grylls on lui envoie 12 ninjas pour le tuer, Bear Grylls il va mourir. Qu'importe ce qu'il ait fait. Et donc de se faire souffler par une explosion nucléaire parce que notre centrale explose à côté, ça fait partie du risque où faut l'accepter. Oui, mais c'est ça. Moi, et puis alors, bon, c'est une aparté, hein, c'est un jugement personnel avec chacun, mais il y avait un monsieur dans un reportage qui expliquait qu'il pouvait tenir 3 mois avec sa famille dans 15 mètres carrés de son bunker, etc. On a vu ce que ça donnait le confinement. Je sais pas comment tu passes 3 mois avec ta famille dans 15 mètres carrés sans fenêtre, sans tuer tout le monde de toute façon. Donc c'est très personnel, mais moi je préfère être soufflé par l'explosion tout de suite. Mais c'est le mental en fait. Je crois que c'est aussi une des clés. Oui, bah après, quand on reparle dans la règle de 3, hein, on peut toujours rajouter après qu'on va pas survivre 3 mois sans hygiène. Puis après, on parle toujours de 3 ans dans un univers mental et psychologique toxique. C'est-à-dire qui va nous rendre fous et perdre la boule. Donc, ça fait partie de ça. Mais pour rebondir, par exemple, voilà, je dois passer maintenant pour X raison 3 mois enfermé dans 16 mètres carrés à 4 personnes. Ça va être plus sympa et plus facile de faire ça si on chamboule pas notre routine, par exemple alimentaire ou de ce qu'on aime aller, que si d'un coup on doit le faire ça et manger de la nourriture en poudre. Et je pense qu'il me faut beaucoup de lasagne Picard pour tenir 3 mois dans 16 mètres carrés quand même. Hein. Je pense que même avec beaucoup de Häagen-Dazs, waouh. Et du fromage. Ouais, non mais c'est ça. Il me faut énormément de fromage, il me faut énormément de bière et beaucoup de choses. Mais si, ouais, ou alors faut que je sois fracassé non-stop quoi. Je pense que c'est la truc. Ouais, mais du coup, tu perds en inattention. Tu risques l'inattention si t'es. Après, c'est vrai. Faut toujours s'y remettre dans le contexte de qui on est et qu'est-ce qu'on fait et où on vit. Par exemple, vous prenez l'ouragan Katrina. Ça pourrait être une personne qui dit, OK, on se fait un abri souterrain, on s'enferme tous dans 16 mètres carrés et on a 3 semaines d'autonomie en nourriture. Ben oui, c'est du domaine du pragmatique parce que genre on n'a pas le temps de fuir. Si on fuit, les autoroutes sont bondées. La meilleure solution, c'est être sur place, se barricader et être résilient. Voilà, les secours, ils vont peut-être mettre 1 semaine à venir. On met un multiplicateur, hein, on dit OK, x3, hein, c'est totalement arbitraire. Et on a 3 semaines de nourriture à 16 dans notre local. Peut-être que la porte va se faire recouvrir par des débris ou autre, puis il faudra se tendre. Donc, ça, c'est une démarche qui va être pragmatique. Par contre, faire la même chose en disant en attendant le grand soir ou une éruption volcanique ou quelque chose, il faut aussi penser que tous les moyens qu'on va mettre dans notre bunker ou dans notre cache secrète, c'est-à-dire elle va pas être déplaçable. C'est-à-dire, par exemple, si je fais la même chose, mais que du coup, c'est un avis d'évacuation parce que il y a des torrents de boue et des montées des eaux, mon abri ne va servir à rien à part mourir noyé dedans. Donc ça va toujours aussi dépendre justement de qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Mais j'avoue que c'est ça que je trouvais un peu des fois... on voyait en effet dans certains reportages des gens qui se préparaient de manière très précise, c'est-à-dire ici j'ai ça, chez moi j'ai ça, mais comme eux pour le coup parlaient d'une menace à venir ou de choses comme ça, c'était assez étrange parce qu'ils disaient j'ai prévu tout ça chez moi et on se disait mais oui mais ils parlent d'une invasion ou de gens qui viennent qui l'attaquent ou je sais pas quoi et en fait il a tout préparé dans sa maison sauf que si quelqu'un l'attaque et lui prend sa maison, il a plus rien quoi. Enfin il est vraiment embêté pour le coup. Oui, voilà. C'est là qu'il va peut-être vouloir défendre sa maison ou autre. Mais après, oui, il avait prévu aussi ça, je crois. Il y a ça. Mais après, il y a le cas, il y a une avalanche, il y a un feu de forêt, ou simplement comme ça. Et genre, la fuite du domicile est obligatoire. C'est pas une option, elle est obligatoire. Puis là, on retombe dans quelque chose qu'on va souvent voir qui est souvent romancé dans le milieu du survivalisme, ça va être ce qu'on parle, par exemple, le butt out bag, le sac d'évacuation. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on va revoir. Puis c'est souvent quelque chose qui va être très romancé, c'est-à-dire, on va nous faire des grandes généralités, ça va être assez rigolo, mais genre, il va avoir envie dedans mettre un peu le couteau Rambo qu'on voulait tous quand on avait 14 ans, c'est-à-dire, on a
On retourne, on a une boussole dans le manche, on l'ouvre, on a des allumettes de feu et du fil de pêche et un hameçon. Et on va apprendre de quoi vivre dans la forêt pendant 3 semaines ou non. C'est que genre un sac d'évacuation pour nous, qu'on vive. Il faut nous refaire justement. C'est quoi le plus grand risque? Le plus grand risque pour nous et partout dans le monde, c'est le danger de l'incendie pour notre domicile. Et du coup, notre sac d'évacuation, il va être OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça brûle chez moi. Faut que je sorte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dormir chez un copain. Ça va être à moins que ça brûle aussi chez lui. Mais du coup, tout doit être orienté un peu là autour. C'est-à-dire, on va vouloir sauver les choses importantes, c'est-à-dire nos passeports, partir avec un moyen de communication, partir avec nos moyens d'identification, pouvoir dire bonjour qui on est, pouvoir partir et dire oui, ça c'est ma maison, voilà où je suis locataire, voici le contrat de bail, voici les trucs fiscaux, oui, ça c'est mon enfant, oui, ça c'est ma femme, voici notre registre, ou des trucs comme ça. Ou simplement aussi avoir un peu d'argent cash pour pouvoir faire 3 nuits à l'hôtel. D'ailleurs, c'est et très... sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire des photos de famille qu'on met sur une clé USB ou quelque chose comme ça. Donc, notre sac d'évacuation, c'est genre c'est une petite besace ou un petit truc comme ça. C'est pas genre une scie, 3 couteaux. C'est intéressant ce que tu dis sur la clé USB parce que la technologie vient quand même aussi en secours et complément. C'est vrai que ça, c'est un truc intéressant, c'est d'avoir par exemple des doubles, ce que tu disais, des papiers d'identité, des choses comme ça. Ça, par contre, c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément et qui est tout bête. Et même d'ailleurs, pour des fois parer un disque dur grillé ou des choses comme ça, il y a des documents qui sont importants à avoir. Quoi. En fait, ça fait partie de la redondance qui est toujours intéressante. C'est-à-dire, on peut avoir, chez nous, on peut avoir un coffre-fort anti-feu avec des documents importants, mais c'est chez nous. Donc, si ça brûle chez nous, est-ce qu'on a une copie dans un safe à la banque ou chez un ami dans son coffre à lui? Et est-ce qu'on a une copie dans un cloud? Est-ce qu'on a une copie sur nous? Il y a une redondance qui est toujours intéressante. Juste pour aller vers... on va pas loin de terminer, mais pour aborder un petit peu le volet de la sécurité, on ne voulait pas rentrer dans les clichés, armes, etc. Mais il y avait un truc de sécurité, moi, que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce que tu m'as dit en préparation, qui était la sécurité. D'ailleurs, c'est pas forcément avoir une arme chassée ou se défendre, etc. C'est aussi le côté sécurité passif, moi, que j'ai trouvé vachement intéressant sur ce que tu disais, d'éviter les conflits, en fait. Ouais, c'est souvent, si on va essayer le problème de la sécurité personnelle, c'est au possible éviter de se retrouver dans une situation délicate, soit par bêtise, soit par maladresse. Donc ça va déjà être un peu de l'observation à gauche, à droite, puis souvent, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on va pas mourir de honte ou mourir d'orgueil. C'est toujours plus simple de préserver notre intégrité physique ou celle de quelqu'un par la communication et la désescalade. Et de mettre justement notre orgueil de côté. Même si en face, la personne, elle a tort, c'est le plus grand des cons, elle fait le malin. Voilà. Moi, il n'y a pas... Ton exemple concret, je suis désolé, pardon, je t'ai coupé, mais ton exemple concret, en fait, c'était de dire, si on me braque, je donne mon portefeuille et puis j'ai une clé USB où il y avait mes papiers et puis voilà quoi. Oui, voilà, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver pas mal en voyage, par exemple. C'est-à-dire partir en voyage à l'étranger, dans une culture, un pays qu'on connaît moins, par exemple, ça va être toujours intéressant d'avoir sur nous nos documents d'identité et une copie, de connaître, par exemple, le numéro de nos ambassades ou des choses comme ça. Puis que voilà, on a toujours cette image de genre, vous avez un gamin de 12 ans avec un couteau ou avec une Kalachnikov qui vous braque, et il a beau avoir 12 ans, il a une Kalachnikov. Et admettons que même vous avez une Kalachnikov dans votre sac à dos, ça va toujours être plus intéressant de lui donner ce qu'il veut. Il veut quoi? Il veut votre porte-monnaie. Il veut un peu de votre téléphone portable. Donnez-lui votre porte-monnaie. Dans votre porte-monnaie, vous avez un billet de 10 et 20 euros. Vous lui donnez votre porte-monnaie, vous bloquez vos cartes. Puis, par contre, dans la poche arrière de votre jeans, vous avez un clip avec 200 euros. C'est simplement genre le fait de dire voilà, machin. Et nous, on glisse, on part et on va ailleurs.
Bon, Raphaël, est-ce que tu te sens prêt sur certaines choses ou est-ce qu'il y a certaines choses maintenant qui te semblent évidentes et que tu feras peut-être plus ou différemment? Alors écoute, je suis prêt j'étais déjà prêt sur le truc des papiers quand je pars à l'étranger. C'est déjà un bon point. Des trucs comme ça, j'ai toujours des doubles, des machins, des trucs sur les clouds Mais non, moi ça me semble plein de bon sens tout ce qui a été dit par Nicolas depuis le début. Et ouais, vraiment le côté intéressant, en fait, c'est que c'est une démarche vachement plus globale que juste s'acheter 3 paquets de pâtes pour tenir un peu plus, quoi. C'est vraiment réfléchir. Donc c'est assez intéressant. On va se pencher dessus un peu plus, je pense. Je pense que sans épiloguer, mais par exemple, moi, j'aurais bien aimé passer mon brevet de secouriste. Je pense que ça rentre un peu dans ce cadre-là aussi. Il n'y a pas assez de gens qui passent ça, mais ça peut être des premiers soins ou des choses comme ça qui peuvent aider pour soi et pour les autres. Non, je pense que ça rentre un peu là-dedans de passer ce genre d'examen-là, non, Nicolas? Oui, tout à fait. Disons que la connaissance est un des outils, si ce n'est le plus important. Donc, c'est clair que de savoir appliquer des premiers secours, de savoir quoi réagir à quoi dans chaque situation ou comment ne pas réagir aussi pour éviter les suraccidents est aussi un des savoir-faire précieux. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Nicolas. La question de l'émission, donc à chaque fois, c'est faut-il être survivaliste? Là, on va vous laisser vous faire une opinion, mais on pensait que c'était vraiment intéressant d'inviter Nicolas justement pour se faire une opinion un peu différente de pas mal de documentaires qu'on voit. Et clairement, sur ces bases de bon sens, la réponse semble en tout cas être oui sur ces bases-là, quoi, Raphaël. Si vous me permettez, j'aimerais juste un dernier petit point. Ouais. En fait, on a parlé pas souvent que notre premier outil de survie, c'était notre téléphone portable, ce qui est souvent vrai. Mais on a aussi un peu tous les dévers que cela a apporté. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on connaît combien de numéros on connaît? À part les numéros d'urgence, est-ce que vous connaissez par cœur le numéro de votre femme, de votre mère, de votre père? C'est quelque chose qui maintenant c'est perdu par simplicité parce que ça peut être simplement, moi je suis parti, je suis tombé, j'ai perdu mon attel, il est cassé. Par contre, il y a quelqu'un qui est là qui me prête le sien, mais qui j'appelle? Alors oui, on peut appeler les numéros d'urgence qu'on connaît tous par cœur, mais c'est peut-être pas forcément. Donc c'est aussi, est-ce que dans notre porte-monnaie, on met une petite carte A5 où on a réécrit les 3 numéros les plus urgents, où on se donne la peine d'en écrire un, ou typiquement, les trucs qui va bien, ça c'est le petit tip, c'est-à-dire dans la doublure de vos poches, écrire des numéros importants ou un numéro important au feutre. Ouais. Parce que ça peut être aussi, moi je suis pas très bien, je suis pas conscient, pas en état de parler. Vous pouvez toujours aussi détrousser votre poche et montrer, la personne voit que c'est un numéro et elle peut appeler le numéro de vos contacts d'urgence. C'est pas mal ça. Ouais, super astuce. Mais on fait ça avec les enfants à Disneyland. On leur écrit sur le bras ou le truc. C'est un peu la même chose en modèle adulte, c'est-à-dire dans la poche du pantalon, on y voit rien. On aurait pu en faire encore plus. En tout cas, on te remercie pour cet aperçu. Nicolas, on se quitte avec une petite recommandation. Tu nous as dit que tu avais un livre à recommander. Oui. Alors, j'ai vu que dans l'émission, vous aviez souvent cette partie un peu recommandations et autres. Je me dis, merde, si on me donne la question piège, qu'est-ce que je vais dire? Non, mais simplement un livre que j'ai lu il y a longtemps puis qui m'a un peu fait passer d'une étape ou une réflexion personnelle un peu plus. C'est un livre en anglais, c'est le One Second After. Et en français, c'est la seconde d'après ou une seconde après, je sais pas trop quoi. Qui est un livre qui explique comment un petit village ou une petite ville américaine du Nevada ou je sais plus quoi, où du jour au lendemain, plus rien ne fonctionne, plus d'électricité, plus quoi, puis genre, tout le monde attend 3 jours, on commence à voir. Et on voit un peu l'enchaînement des problèmes. C'est un livre qui est intéressant. Ouais, ça a l'air. Ok. Et pendant que tu dis ça, je suis en train de réaliser, quand tu parles une seconde après, je me dis combien de jours je tiendrai. Et j'ai vraiment peur dans ma tête que ce soit très peu. Il y a vraiment des progrès à faire. Mais merci beaucoup encore, Nicolas. Merci, Nicolas. Mais avec plaisir. Et puis, très bonne continuation à toi. Et nous, on va justement enchaîner avec les recommandations et les fallait-il des auditeurs tout d'abord. Bien, voilà comment ça va se passer. Moi, je vais chasser. Heinrich, sans te commander, tu vas couper du bois. Dolores, soyez gentil, arrangez-nous une petite table. Hein. Essayez de nous faire un truc mignon. Attention, Heinrich! Vous pouvez vous occuper du dîner. Enfin, Noël, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ça fait 200 kilos. Débrouillez-vous, vous faites simple. Hein. Personne ne va vous juger. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Bon, écoutez, mon petit. Là, je viens de tuer un croco.
Alors si vous voulez qu'on travaille d'égal à égal, faudrait vous y mettre. Vous pouvez au moins vous occuper du manger. T'es sûr que tu veux pas des fruits? C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. À Noël, c'est ridicule. Évidemment, c'est moi qui suis ridicule. Ça cuit pas, cette connerie, là. Mais pourquoi ça cuit pas? Un petit extrait de OSS 117. Alors, c'était surtout parce que je trouvais ça marrant Quel classique. Mais oui, mais alors tu sais, c'est pourquoi? C'est parce que ça m'a fait marrer. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à OSS 117 qui chassait le croco et en fait ça collait avec le Bear Grylls qui était embêté par un croco dans le premier jingle. Donc je me suis fait plaisir sur l'écho. Voilà. Puis encore une fois, on n'est pas sur un très bon survivaliste, hein, parce que la première chose qu'il fait, c'est aller tuer un crocodile. Bon, je suis pas sûr qu'on soit dans le. Clairement. Faut-il des auditeurs, Raphaël? Il y en a pas eu énormément ces derniers temps parce qu'on n'a pas lancé d'appel sur les réseaux sociaux. On a quelques petites choses en stock, d'ailleurs dont on a déjà parlé, donc on y reviendra au fur et à mesure. Notamment, on avait quoi? Faire n'importe quoi avec la bouffe, Top Chef, les films de sport. Ah oui, faut-il remonter le temps? Tiens, ça on n'en avait pas parlé, je crois. Ça c'est pas mal. C'est toi qui avais proposé ça, je crois. Ouais, on pourrait. Ah ouais, il y a j'ai une petite idée, mais choisir sa meilleure époque et tout, ça pourrait être pas mal. Bon, on passe tout de suite. Il y a quelque chose. Vas-y. Oui, pardon, on a un tout petit décalage. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend décalé. On passe tout de suite, évidemment, au repos. Les recommandations donc de la semaine. Je ne sais pas pourquoi je dis semaine parce qu'on ne fait pas toutes les semaines. Les recommandations de l'émission. Donc, Raphaël. Le Ondelat de la semaine, c'était pour moi le Ondelat Universe. J'ai choisi un Ondelat raconte qui s'appelle L'affaire Sarrazin, meurtre au temps du Minitel Rose. Et alors, je ne dirais qu'une chose, Raphaël. Christophe Ondelat qui imite une femme échangiste qui chauffe un mec dans les bois. Ah oui. Oui. Je dis oui. Ah oui. Alors là, je vais te dire que Christophe Ondelat qui imite l'échangiste, ça. Au début, je te jure, j'ai commencé cet épisode-là de Ondelat raconte, je me disais, je sais pas. Tu vas chercher un truc justement à recommander. Et puis alors là, sur cette imitation de femme échangiste qui chauffe un pauvre innocent dans les bois, c'était waouh. Là, c'était la révélation. Là, ça prend une autre dimension. Là, on rentre dans des sommets d'imitation. Donc, ce sera l'affaire Sarrazin, meurtre au temps du Minitel Rose. Les recommandations globales de l'épisode. Raphaël, je te laisse commencer. Alors écoute, je suis parti sur un film qui est un peu lié au thème sans être trop lié, mais peut-être plus avec la branche extrême, bref. Donc c'est le film Take Shelter. Donc shelter comme un abri en anglais, SHELTER. Je précise ma prononciation n'étant pas idéale sur le moment. Donc il y a un film de 2011, ça remonte un peu, de Jeff Nichols, et ça raconte l'histoire d'un père de famille aux États-Unis, dans un État au centre des États-Unis. Tu sais, les États souvent touchés par les tornades qui en ont toutes les saisons, tous les ans, quoi. Et donc en fait, ce père de famille progressivement commence à vraiment avoir une obsession sur la prochaine tornade. Ça commence à l'obséder jour après jour de la prochaine grosse tornade qui va arriver, qui va menacer toute sa famille, qui va menacer sa ville, Donc ça devient vraiment une obsession au point de complètement changer son comportement du jour au lendemain et de basculer progressivement un peu dans le survivalisme où de plus en plus, il se comporte pour se préparer à cette prochaine tornade qui l'obsède, jusqu'à aller de plus en plus dans l'extrême. Et voilà, donc c'est une sorte de thriller psychologique, angoisse, vachement bien. Je le recommande énormément. Bon, ça m'a l'air. Je vais encore sur une de tes recommandations parce que je l'ai pas vue. Alors, j'ai la recommandation la plus feignasse du monde. Attention, accroche-toi. Couper Netflix, aller courir dehors, profiter de l'air frais. Voilà. Non, mais alors, en fait, j'ai eu une semaine de boulot de l'enfer ultra chargé. J'ai absolument eu le temps de rien regarder ou lire.
Donc, et j'ai même résilié mon abonnement Netflix pour te dire, pour faire des économies justement parce que je l'utilisais pas. Donc, donc franchement, je ne rêvais que d'aller. J'ai pu aller courir une fois en forêt parce que merci, la limite de confinement est tendue. Et voilà. Donc, donc c'est profiter de l'air frais, profiter de, bon, à défaut de profiter de vos proches parce que voilà. Mais voilà, profitez-en. Sinon, si j'ai regardé Jurassic Park à l'ancienne, un soir où je me disais. Ah ouais, oui, le d'accord. premier. Je me suis dit. J'ai envie de me faire un film, tu vois, genre qui fait plaisir, tu vois, un truc à l'ancienne, me rappeler le bon vieux temps. Il a bien vieilli en plus. Hein. Et ben plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal. Et ça doit faire partie des trucs que j'avais surtout vu en VF, tu vois, parce que j'ai vu jeune et tout. Et je sais même pas si je l'avais déjà vu en VO. Et en VO, les punchlines de Jeff Goldblum sont tout aussi cool. Donc, mais franchement, il a bien vieilli. Parce que clairement, les dinosaures ont rien à envier à toute la CGI actuelle. Hein. Ah non, il a rien à envier, mais même au niveau du rythme, il est hyper efficace. Enfin, carrément, non, vraiment. Carrément. Avec les raptors, toujours en mode. On avait parlé en plus dans un épisode avec Camille, tu sais, des raptors qui sont vraiment les méchants, quoi. Cette scène dans la cuisine est quand même très très forte avec les gamins. Voilà comment se termine le 16e épisode de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël. Eh ben, merci à toi. Toujours un plaisir. Mais de même, vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider. Twitter et Facebook @CRandomPod. Très bonne journée, semaine, soirée, tout à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.